2, 1. Hop. Voilà, on est dans l'hémisphère sud. Fantastic. Et pour fêter ça, la petite bouteille de champagne. Wouh! Merci Neptune. Allez, première partie faite. Ça fait déjà un petit coup de jaja, hein. Ah! Ouh! Ah! Magic! This is for real! Hey! Ça y est, c'est fait. Tous les concurrents du Vendée Globe ont enfin passé l'équateur et célébré la plongée dans l'hémisphère sud comme il se doit. Mais au début de cette troisième semaine de course, Bertrand de Broc, inquiet pour l'état de sa quille, se déroute vers un petit archipel brésilien pour plonger sous la coque de son bateau. Les dégâts qu'on a constatés, ils sont énormes, mais très contraignants pour naviguer. C'est les carénages d'ogives et ont explosé. Bon, ça paraît très compliqué d'aller tout l'eau réparer. C'est au large de Madère que Bertrand a entendu un choc sur la quille 4 jours après le départ. C'est un bateau, on doit le respecter aussi, quoi. On peut, voilà, il est abîmé, donc il faut le soigner, quoi. Et il s'avère que là, le bateau, il peut encore naviguer, quoi. Donc on peut le ramener. Troisième abandon sur 4 participations pour ce skipper charismatique qui avait marqué l'histoire du Vendée Globe en se recousant lui-même la langue en 1992. C'est injuste, mais c'est souvent comme ça. Depuis le départ du Cap Finistère, les 7 concurrents de tête enchaînent une plongée vers le sud sur un véritable boulevard. On accélère direction le sud. Profitant d'alizés soutenus, 400 000 en 24 heures, les foilers font parler la poudre, emmenés par Alex Thompson. C'est comme ça que ça se passe. Plus on est riche, plus on s'enrichit. Je suis toujours en forme et toujours en tête. Lancé à sa poursuite, Armel profite d'une météo plus que favorable pour rester au contact du Gallois. Le vent a commencé à rentrer, ça accélère pas mal. Bonnes conditions pour aller vite. On fait le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et on va attraper une dépression dans la soirée demain pour aller normalement quasiment jusqu'au 40e rugissant, donc l'entrée des mers du Sud. Ils sont donc 7, les 7 mercenaires, comme les a surnommés Quito de Pavan, à débouler dans les alizés, et ce n'est pas toujours facile de suivre le rythme imposé. On a un peu l'impression d'être à bord d'un vaisseau spatial avec toujours beaucoup d'humidité à l'extérieur et malheureusement aussi à l'intérieur. Donc, voilà, ça devrait se calmer dans les jours à venir, j'espère. Dans ce groupe de tête, seuls 2 bateaux à dérive classique opposent une splendide résistance aux foilers, Vincent Rioux sur PRB et Paul Meillat sur SMA. On essaie d'aller vite en fait devant ce front et qui nous rattrape le plus tard possible parce que derrière il n'y a pas de vent. Donc là on bombarde, on essaie de bombarder en tout cas. On va 20 nœuds à peu près en moyenne. À cette vitesse-là, le rythme est tellement soutenu qu'il est hors de question de se relâcher, même pas une petite minute, surtout quand le bruit à bord dépasse allègrement les 100 décibels. Ça fait un peu de bruit et ça bouge un peu aussi. Et avec tout ça, il faut essayer de s'endormir. Et bah bonne nuit à tout le monde. Le problème, c'est qu'à des vitesses aussi élevées, le moindre choc prend toute sa dimension. Au 13e jour de course, superstitieux s'abstenir, c'est Alex Thompson qui perd brutalement son foil tribord. Hier matin, je me reposais quand il y a eu un énorme bruit. Le bateau a viré brutalement sur tribord. Le safran s'est relevé. Je suis monté sur le pont pour essayer de régler le problème. Et là, j'ai réalisé que le foil tribord était cassé. Il ne restait que quelques centimètres qui dépassaient du bateau et qui me ralentissaient. Mais je ne pouvais rien faire. À un moment donné,
Je vais devoir aller sectionner ce qui dépasse. Et je dirais qu'il m'en reste quand même un de l'autre côté. J'espère que je vais garder la tête et prier pour que la course se fasse un maximum sur tribord. C'est la course, s'attendre à l'inattendu. La série noire continue. Dans la nuit, Vincent Rioux est en 5e position quand PRB percute un objet flottant non identifié avec le bulbe de la quille. Ce matin le temps s'est calmé après le passage du front et puis du coup j'ai pu ouvrir le puits de quille et mettre les mains à l'intérieur parce qu'on peut y passer un bras mais on ne peut pas y voir grand chose. Et puis j'ai bien constaté ce que je sentais sous mes pieds, c'est-à-dire que la quille c'était de moins en moins solidaire avec le bateau. C'est l'abandon pour Vincent Rioux, l'un des grands favoris de cette course. Il se déroute actuellement sur Cape Town, en Afrique du Sud. J'ai une grosse déception personnelle sur cet abandon. Mais le truc, c'est que il faut imaginer tous les gens qu'on amène avec nous sur cette aventure. Et il faut imaginer la déception de toute cette petite communauté qui nous soutient. Et c'est vrai que c'est un fardeau assez lourd à porter, surtout sur des courses en solitaire comme ça où on est seul dans l'action, quoi. Voilà, des histoires qui se terminent mal comme ça, plus vite elles sont closes, mieux tout le monde se porte. Encore un objet flottant anonyme. Dans la nuit de mardi à mercredi, Sébastien Josse a dû passer 4 heures à réparer la pièce permettant de maintenir le Safran tribord en position basse. Opération réussie, mais que d'énergie dépensée. En revanche, ça va beaucoup mieux pour Jérémy Bayou qui a vraiment galéré, victime de problèmes techniques. Ça va faire 4 ou 5 jours, j'ai pas mis le nez dehors, pas vu l'équateur. À réparer des merdes de pilote automatique. Mais là, je crois qu'au bout de 5 jours, on a trouvé la solution. Donc champagne. Si après le passage de l'équateur, on pensait que toute la flotte glisserait tranquillement vers le sud, c'est vrai pour les premiers, mais alors pour les autres, ça a été une vraie galère. Un chapelet d'anticyclone qui a poussé certains concurrents à bout de nerfs. Pas un souffle de vent depuis hier soir, pas un souffle. Bon, je suis en train de m'énerver là, donc je vous laisse. Voilà. Ça c'est le vent qu'on a eu toute la nuit. Quand c'est comme ça, faut relativiser, hein. Faut rester calme. Ça va bien finir par revenir. On va pas avancer beaucoup. Au 15e jour de course, la flotte s'étire sur 6500 km. Force est de constater qu'il y a bien maintenant 2 courses dans la course, arbitrées par un système météo complexe. Un véritable imbroglio, du vent aux avant-postes, mais plus rien derrière. On a une cellule anticyclonique qui va nous barrer le chemin. C'est une histoire de passage à niveau, hein. Et puis là, finalement, ça se complique parce qu'il y a la barrière qui est fermée. Le préposé, il est en grève. En plus, la barrière marche pas, donc on ne peut pas la bricoler. Pour se fermer, c'est fermé, hein, clac. Devant, ça se barre comme des malades. On va avoir 2000 milles de retard à l'entrée du sud, quoi. Et t'imagines, quoi, et les mecs qui sont derrière, mais ça va être affreux, quoi. Moi, cette météo, j'y comprends rien. Je sais pas par où je vais passer. Chut. Il y a une course de bateau. C'est excitant. Nous allons procéder à un bulletin météo spécial. Quand on peut voler un avion papier sur le plafond d'un IMOCA, c'est qu'il reste 2 solutions. Attendre ou... Ah non, en fait, il n'y a qu'une seule solution. Faut attendre. Il y en a un pourtant qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Yann Eliès, jouant le tout pour le tout dans une option très risquée. Bon ben, on va pas crier victoire, mais je crois que j'ai réussi
On va passer dans ce fameux petit trou de souris là que je visais depuis quelques jours. Dans une petite bande de vent de 50 à 60 000 de large. Un coup de poker qui lui permet de ne pas perdre le contact et de conforter sa 7ème place. Alors qu'au 18e jour, une bonne partie des concurrents transpirent toujours sous les tropiques, encore à la recherche de quelques souffles de vent, aux avant-postes, changement radical d'ambiance. Les polaires sont de sortie, le Grand Sud n'est pas très accueillant. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance dehors, vous allez voir c'est un peu gris. Là, on a toujours un peu de vent, là on vient de manœuvrer, on a mis la tenue étanche, parce que dehors c'est un peu humide. Et je vais me faire un petit thé pour réchauffer un petit peu tout ça. Encore plus au sud, presque à la limite de la zone d'exclusion antarctique, cette zone des glaces interdite aux concurrents, sur Hugo Boss, tout a été prévu pour se protéger. Il fait froid maintenant, et j'ai ce que l'on pourrait appeler une Wendy House. Une petite cabane qui est placée à l'arrière et permet de me protéger des projections d'eau qui rentrent dans le bateau. Alex Thompson, l'intouchable, en tête depuis les îles du Cap-Vert. 17 jours, 22 heures et 58 minutes de course à la moyenne record de 17,3 nœuds depuis le départ des Sables d'Olonne pour franchir ce jeudi le cap de Bonne-Espérance, plus exactement le cap des Aiguilles, le passage entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. 5 jours d'avance sur le temps de référence, celui d'Armel Lecléache en 2012, ce qui en dit long sur la suite de cette régate interplanétaire. Avec un peu de chance, je devrais conserver un peu d'avance. Mais j'ai toujours ce problème de foil. Il n'en reste pas beaucoup, ça ne me sert pas à grand chose, et ça doit quand même me ralentir un peu. Ça veut dire que je dois faire encore plus d'efforts pour rester devant le plus longtemps possible. Alors qu'Alex Thompson passait le cap de Bonne-Espérance, suivi 4 heures et 32 minutes plus tard par Banque Populaire, Morgan Lagravière constatait qu'il manquait les 2 tiers de son safran tribord, le contraignant à l'abandon, alors qu'il était en 4e position et qu'il réalisait une très belle performance pour sa première participation au Vendée Globe. Forcément, je suis déçu, et puis je faisais une belle course, c'est super sympa, j'étais dans le match, le bateau allait bien, et moi j'étais quand même content de prouver que finalement j'étais capable de faire jeu égal avec les meilleurs. Ça s'arrête un peu brutalement, mais il faut l'accepter, et puis ça fait mal, mais il faut rebondir, penser à autre chose, et puis voilà, c'est un jeu, c'est une course, c'est pas la vie, quoi. C'est étonnant comme sentiment, mais c'est ce que je ressens aujourd'hui. Loin derrière, même si le vent revient par une de ces dépressions qui naissent au large de l'Argentine, au fil des heures et des jours, c'est un écart colossal qui est en train de se creuser avec les leaders. C'est une autre course où il faut s'armer de patience pour sortir enfin des griffes de l'anticyclone.